Bonsoir. Nous commençons aujourd'hui en parlant de santé. La menace de la Covid-19 est toujours d'actualité. Le gouvernement a récemment appelé les populations à plus de responsabilité et au civisme quant au respect des mesures barrières. De nouvelles mesures restrictives pourraient tomber dans les jours qui viennent. On en reparle en tout début d'émission. Au Ghana voisin, le pays rend un dernier hommage à son ancien chef d'État, Jerry John Rawlings, avant son inhumation. Nous y reviendrons dans le Live Actu. Et ce soir, il sera question de criminalité et de meurtre en série. Plusieurs crimes ont été commis récemment dans la zone d'Abidjan Sud et un suspect a été appréhendé le week-end dernier. Et quelles étaient ses motivations? Quel était le profil psychologique de ce genre d'individu? Combien de cas de tueurs en série avons-nous connus en Côte d'Ivoire? Pour trouver des pistes de solutions, des réponses à toutes ces questions, nous recevons ce soir M. Valentin Zawi. Lui est sociologue, expert en ressources humaines et consultant formateur. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bien bonsoir à vous. Avec le sourire, nous entamons ce rendez-vous-là pour dire que nous sommes très heureux d'être en votre compagnie, de vous savoir présent tous les soirs devant vos postes de télévision pour suivre ce rendez-vous. Vous êtes chaque jour plus nombreux et ça nous fait plaisir. Bonsoir Madame Diallo. Bonsoir Brice. Comment ça va, Rabia? Très bien, alhamdoulilah. Très bien. Rabia Bleu. Rabia Bleu, oui. Encore. Oui, Rabia Bleu. Par alliance. Bonsoir Serge, comment ça va? Bonsoir Brice. Très bien. Bien, merci. Génial. Vous étiez au sport récemment? J'y vais assez fréquemment, autant que je peux, oui. Bah, mauvaise nouvelle. Chaque fois qu'il y va, on demande après moi. Si. Madame Bleu, Edith Brou, comment ça va? Ça va, Brice, et toi-même? C'est bien, très très belle rayure. Merci beaucoup. Ouais. Et vous avez un pins. Oui, un pins qui rappelle la carte de la Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais. Juste la carte de la Côte d'Ivoire. Fierté d'être ivoirienne. Et puis bon, il y a l'inscription Rotary, parce que bon, Ah, c'est pour ça, d'accord. j'ai participé à certaines activités. Très bien, très bien. Très bien. Et puis, ce soir, vous l'avez remarqué, un flash là. Shine, shine. Regarde à vous, shine, shine. Franchement, regarde à vous. Shine, shine. Yes, sir. Shine, shine. Oh, Yeah, you know. yeah. On vous a fait une veste Ouais. spéciale shine, shine. Ouais, you know, avec Ah oui, surtout mais vous avez Les vu écussons et tout respect, ça, exactement. SA. Oui. SA, Sophia Ida. Sophia Ida, Shine, shine. There you go. Avec des étoiles. C'est pas des étoiles, c'est 4 étoiles. 4 étoiles. Ça Génial. signifie C'est pas beaucoup dans le langage grade. militaire. Ouais. Ouais. Mais comme c'est pas général, une veste militaire, c'est Si, c'est une veste militaire. Attention. Non, c'est pas- bien sûr, bien sûr. Général Shine, shine. général shine, shine. Tu peux donner les instructions ce soir. Exactement. Très bien. Vous en aurez tous très bientôt sur ce plateau. Merci beaucoup. Non, ça je vais pas le dire à l'antenne. On est au serré pour toi. Very Bon, nice. ok. On a un petit souci avec ça. C'est donc parti pour 52 minutes d'informations et d'échanges sur l'actualité. Nous commençons tout de suite avec les nouvelles d'ici et d'ailleurs. C'est dans le Live Actu. Vous êtes déjà monté dans un avion. Bien sûr. Vous entendez de temps en temps les instructions du pilote. Of course. Très bien. On pourrait rappeler que c'est toi le pilote. Non, mais c'est mieux la tour de contrôle. Ok. Parce que vous avez le pilote et la tour de contrôle. Exactement. Donc c'est un dispositif assez... Donc c'est en fait, c'est un rapport avec la tenue. On va parler de santé avec vous, Madame Diallo. Il est question de Covid-19 et cette nécessité d'observer les mesures barrières. Mais on parle également de tests aujourd'hui. Oui. Particulièrement, on va angler ça sur les tests. Oui. Ces tests se font, malheureusement, dans certains cas, ils donnent un résultat qui n'est pas forcément la réalité. Ça arrivé. Oui, c'est arrivé et justement, nous avons reçu un témoignage aujourd'hui assez frappant d'une personne qui a eu les symptômes, qui a été dépistée d'un palu déjà. Et pendant que cette personne-là suit son traitement du palu, elle fait un deuxième test Covid, après un premier test qui s'est avéré négatif, troisième test qui s'est avéré négatif. Et c'est quand la personne a décidé de faire le test sanguin que ce test est revenu positif. Entre-temps, la personne a eu le temps d'aller travailler, d'échanger avec son entourage. Elle a eu le temps d'avoir mal à la poitrine, etc.
Et c'est quand elle a eu, après ce problème de perte d'odorat, qu'elle s'est dit qu'il fallait quand même qu'elle passe à l'étape supérieure. Au niveau des difficultés même à respirer. Voilà, respiratoires, etc. Donc, ce qu'on se dit aujourd'hui... c'est un cas qui permet d'évoquer une situation, mais ce n'est pas la règle, on est d'accord. Ce n'est pas la règle, mais en tout cas, dans notre Mais entourage, c'est la deuxième personne qui a fait un test plus d'une fois, en fait. Une personne assez connue même, a fait un test une première fois qui était négatif. Moi-même, je lui ai suggéré de refaire un test. Et c'est au deuxième test qui s'est avéré qu'elle avait le Covid. Entre-temps, elle est allée faire des injections pour un palu qui était également positif. En tout cas, moi, je sais que j'ai entendu plusieurs témoignages de personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui parlent de ce problème-là, qui ont fait des tests PCR et qui étaient négatifs, mais qui ressentaient les symptômes du Covid et qui, au final, sont allés faire un test sanguin. Et c'est uniquement après le test sanguin qu'ils ont pu avoir les résultats. Mais aussi, en termes de fiabilité, non, oui. mais également la radio, parce que c'est un autre élément, je sais que les médecins, des fois, recommandent, même quand ils font le test PCR, quand les patients se plaignent de douleurs ou de respiratoires, ils conseillent de faire une radio. Et c'est en général, quand on regarde la radio, qu'on voit malheureusement souvent que 80% des poumons, des fois 90%, sont déjà atteints. Donc je pense que il y a un problème de fiabilité, je pense, au niveau des tests PCR. Moi, j'ai envie de citer, et je le cite, c'est un médecin réanimateur sénégalais qui m'avait dit que le test est fiable à 60%. Ça, il me l'avait dit au mois d'août, septembre. Oui, voilà, 60%. Ça évolue quand même. Voilà, bon, moi, c'est pourquoi je parle de la date. Au mois d'août, il m'avait parlé d'une fiabilité de 60% et que justement, le test le plus fiable à l'époque, c'était la radio pulmonaire. Exactement. Donc en fait, lorsqu'on ressent les symptômes, en tout cas ce qu'on pense être des symptômes, la recommandation peut-être pourrait être de faire le test PCR, surtout d'abord, et aussi peut-être simultanément demander au médecin la possibilité de faire aussi une radio des poumons aussi pour vérifier également. Là, ça pose un petit souci justement parce que pour en revenir à cette histoire de fiabilité des tests, on se souvient, c'est pas la première vague que la Côte d'Ivoire connaît, on en a même déjà parlé sur ce plateau. Bon nombre d'entre nous ont fait l'expérience des tests Covid dont les résultats tardaient à venir, des fois qui se perdaient. Donc il y a et la fiabilité du test en lui-même et dans le processus même de traitement pour avoir le bon retour sur les résultats. Il y a aussi ce que vous évoquiez à l'instant, le fait qu'il faut, en tout cas pour certaines personnes, aller faire des tests de sang pour pouvoir savoir avec fiabilité qu'on a ou qu'on n'a pas, en plus de radio, ça ramène à la question pécuniaire. Parce qu'aujourd'hui, les tests gratuits qu'on nous dit fiables ou à 60-65%, ok, d'accord, c'est bien, ils sont gratuits. Mais si vous voulez véritablement avoir des chiffres qui reflètent la réalité sur le terrain, il va falloir peut-être que les populations aillent se faire des tests sanguins. Pourquoi est-ce que, moi je me souviens très bien que dans la première vague qu'on a subie dans ce pays, on a interdit à un moment à certaines cliniques de pratiquer ces tests-là. Pourquoi ? Question qui reste posée. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aujourd'hui, je ne sais pas, moi, une certaine subvention qui permettrait aux gens qui viennent se faire détester de pouvoir faire des radios en même temps parce que les radios ça coûte cher. De pouvoir faire des radios et de pouvoir faire des tests de sang, ne serait-ce que ça. Est-ce qu'en Europe et aux États-Unis, on est sûr qu'on va au-delà des tests PCR, que les tests qui se font en masse, ce sont des tests sanguins? Ce sont des tests PCR. Ouais. Donc pourquoi ils sont fiables là-bas, ils seraient un peu moins fiables ici? Ça, c'est la question à se poser. Après peut-être il faut prendre en compte. Serge m'a envoyé une vidéo hier d'une boisson gazeuse qui. Oui, bon, ça, j'ai vu aussi la vidéo. C'était une vidéo qui a été franchement très partagée. Non, même le test de il y a même des tests de grossesse qui sont. Oui, non, mais là, en fait, c'est un problème de réactif. En fait, on vous dit que tous les produits acides agissent de façon chimique sur les réactifs, notamment du Covid, sur les tests, comment on les appelle, les tests rapides de 15 minutes du Covid, là. Et donc, ça emballe les bactéries qui sont dessus par rapport à l'acidité du produit et du coup ça envoie des couleurs. Donc après tu parles de problèmes de réactifs. Après peut-être, je ne mettrai pas en doute la fiabilité des tests qui sont disponibles en ce moment. Peut-être que aussi c'est un élément à prendre en compte parce que tu parles du fait qu'on réalise des tests massifs en Europe et aux États-Unis et qu'il n'y a
pas, en tout cas pour ce qu'on sait, il n'y a pas véritablement de problème sur Ça peut être très la dénoncé. viabilité. Ouais. Mais si on se retrouve à avoir ce genre de cas où on a, dans un même laps de temps, 2 tests qui sont réalisés dans la même semaine ou dans les 2 semaines qui suivent, et que finalement on a 2 tests négatifs et qu'au bout du 3e test, ça revient positif, peut-être qu'il faut se poser cette question. On a eu des gens dans la première vague, tests. je dis première vague, deuxième vague, j'en sais rien, hein, parce que bon, après je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans le domaine, mais pour la première fois quand on a été confronté à ce virus-là, on a eu des gens qui ont fait leur dépistage et qui l'ont fait 2 fois, 3 fois et qui étaient négatifs quand le résultat finissait par sortir. Mais il s'est passé entre-temps 2 semaines, 3 semaines, ces personnes-là ont fini de faire les symptômes, ont pris des traitements ça et là et se sont sentis un peu mieux. Ces personnes-là aujourd'hui, est-ce qu'elles ne sont pas sujettes justement à cette soi-disant deuxième vague qui est en train d'arriver? Est-ce que ce n'est pas ces personnes-là qui aujourd'hui ont passé tout ce temps avec le virus dans leurs poumons, qui ont créé des lésions et qui se retrouvent sous assistance respiratoire? Peut-être c'est la raison pour laquelle on a tous ces jeunes aujourd'hui qui sont les plus touchés. Il y a la période d'incubation aussi à prendre en compte parce que je ne sais pas le laps de temps entre le premier test qu'elle a réalisé, le premier test PCR et le 2e test PCR, donc combien de temps ça a pris, mais il faut peut-être prendre ça en compte au niveau de la période d'incubation. C'est 14 jours, 15 jours en général. Mais elle faisait déjà la maladie. Oui, et je prends ça, ça fait partie des conditions aussi, entre le test PCR, peut-être la fiabilité des tests, également les périodes d'incubation, et vu qu'on ne connaît pas encore tout de cette maladie qui est assez vicieuse, je prends le cas de mon beau-frère également qui a fait 2 tests qui étaient négatifs et qui présentait tous les symptômes qui étaient extrêmement affaiblis. Et il s'est trouvé, lorsqu'il a fait la radio pulmonaire au niveau de Trècheville, donc les maladies infectieuses, qu'il était complètement atteint. Il a passé 3 semaines en soins intensifs, donc avec la réanimation, mais on avait 2 tests négatifs. Terrible. Avec les tests PCR. Il y a une dame qui est décédée. On va finir là-dessus. Justement, pareil, elle a fait 2 tests négatifs. Quand elle a été diagnostiquée positive, ses poumons étaient déjà atteints. Elle est décédée 2 jours après. C'est le lieu de rappeler ça. Oui, de se protéger, mais surtout de rappeler que nous sommes en état d'urgence jusqu'au 28 février, mais sans avoir les détails justement de cet état d'urgence. Voilà. On vous rappelle juste la mesure pour l'instant, les mesures barrières, donc c'est le port obligatoire du masque dans les véhicules, le lavage régulier des mains et puis la distanciation sociale. Voilà. Faisons attention. Deuxième sujet pour ce soir, c'est à l'international cette fois, ça concerne donc cet hommage-là, ou ces hommages-là, les derniers à Jerry John Rawlings, ancien président du Ghana avant son inhumation. Le début des hommages, c'était pour dimanche dernier. Exactement. Donc ça se poursuit. Donc oui, alors c'est donc J.J. Rawlings, l'ancien président ghanéen qui est décédé le 12 novembre 2020. Donc ces obsèques vont durer 4 jours, ils ont débuté dimanche 24 janvier et ils iront jusqu'à demain, mercredi 27 janvier. Donc une messe de requiem a été organisée dans l'après-midi dimanche, suivie d'une veillée funèbre en fin de journée aux messes des officiers de l'armée de l'air. Et il faut rappeler pourquoi, parce qu'en fait il a été pilote d'aviation avant de prendre le pouvoir en 1981. Et puis des hommages officiels ont démarré donc lundi 25 janvier et puis se sont poursuivis aujourd'hui le mardi 26 janvier 2001 dans la capitale Accra. Et les membres du gouvernement se sont donc succédés dans la chapelle ardente pour un dernier hommage à l'ancien chef d'État. Et certains créneaux ont également été ouverts au grand public pour pouvoir rendre hommage à ce grand homme que le Ghana aimait et puis que l'Afrique aussi chérissait. Donc demain, la cérémonie funéraire aura lieu sur la place de l'Indépendance, cette fameuse place d'Indépendance magnifique à Accra. Et puis son inhumation aura lieu au cimetière militaire d'Accra, comme tous les présidents chefs d'État ghanéens. Alors, il faut savoir que ces hommages et puis ces obsèques étaient prévus normalement pour le 23 décembre, mais ils ont été annulés au dernier moment et puis repoussés à plus d'une fois après des batailles entre sa famille, les partis politiques, les chefs traditionnels, etc. Parce que l'organisation en fait de ces funérailles était devenue un peu comme un espèce de trophée politique, on va dire, parce que c'était très convoité, d'autant plus qu'il est mort pendant une campagne présidentielle, donc à quelques semaines du scrutin. On va dire que c'était quelqu'un de tellement chéri que tout le monde voulait lui rendre hommage, que ce soit sa famille ou Est-ce que c'est pas plus par stratégie que par amour, en fait? Non, mais en fait c'est ça, c'est la question à se poser, parce qu'il y a vraiment eu un grand personnage, quand même. Non, mais et puis c'était quand même
triste de voir comment les gens se déchiraient, que ce soit, comme on dit, sa famille, les partis politiques, pour des intérêts, je pense, un petit peu personnels, avec tout ce qu'il a fait pour son pays et puis ce qu'il a fait pour le continent. On aurait souhaité qu'il y ait moins de polémique autour de son... Vraiment, que tout le monde puisse s'accorder, parce que jusqu'aujourd'hui, je veux dire, malgré le fait que ces hommages sont en train de se dérouler, apparemment, donc lundi, il y a une supposée, une certaine Abigail Rawlings de 52 ans qui est arrivée à ses funérailles et puis qui a créé un scandale en disant qu'elle est sa fille, qu'elle est une de ses filles, qu'elle a le droit d'avoir accès à un endroit privé qui était réservé purement à la famille. Bon, apparemment, elle n'est pas reconnue. Enfin, voilà, donc tout ça, c'est toutes ces activités que je trouve dommage qui se déroulent autour des obsèques de ce grand homme. Après, c'est pas étonnant. Autour d'un chef d'État qui décède ou d'une grande personnalité, d'une célébrité, il y a une bataille qui se met en place au niveau de l'organisation même des obsèques. On sait que son parti, le NDP, si je ne me trompe pas, veut aussi être associé. C'est ça, NDC. NDC veut être associé également aux obsèques. En fait, ils auraient voulu aux funérailles. Donc, quasiment tout diriger. Exactement. Il y a également la famille. Là, tu as parlé d'une fille qui vient de faire son apparition. De mère togolaise. Donc, tout le monde veut y être associé et porter également en griffe les fruits de l'organisation du départ de cet illustre personnage. Donc, on retient juste effectivement, vous en parliez, que c'est un illustre personnage qui nous a quittés et puis ces hommages-là viennent rappeler à toute l'Afrique qui était Jerry John Rawlings et je pense que combien on l'aimait. La raison justement pour laquelle il y a autant de batailles aujourd'hui, c'est parce que sa mort était vraiment inattendu. Enfin, je veux dire, on ne s'attend jamais à la mort, mais il n'a pas été malade pendant longtemps. Oui. Donc je pense qu'il n'a même pas pu lui-même préparer tout ça, ce qui allait se passer lorsqu'il allait partir. Puisqu'il était en pleine campagne. Et ces hommages se déroulent jusqu'à demain. Jusqu'à demain, mercredi 27 janvier. D'accord, le jour de son inhumation. Voilà. Merci Sophie. On va marquer une pause pour retrouver notre lu, vu et entendu. Et notre lu, vu, entendu du jour nous vient des réseaux sociaux et précisément de la page Facebook de monsieur Marcel Amontano. L'ancien ministre y a publié un texte dont voici un extrait. Je pense notamment aux propos que j'ai tenus le 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny envers le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. J'ai conscience d'avoir profondément heurté le chef de l'État, à qui je tiens à présenter publiquement mes sincères excuses et à exprimer mes regrets aux Ivoiriens. Signé Marcel Amontano, c'est le 24 janvier 2021 à 23h32 sur sa page. Et toi qui n'avais pas le sommeil. Je pense qu'il fallait que ça sorte et certainement qu'il ruminait ça depuis longtemps. Enfin, je ne sais pas, posté à 23h32, tout le monde est en train de dormir. C'est peut-être le moment propice et favorable pour l'inspiration. On va s'exprimer et puis surtout que les gens se réveillent avec... sans recevoir une pluie de commentaires juste après. Non, mais ça n'allait pas arriver. Quand on finit dans la forme, maintenant il faut revenir au fond. Au fond, c'est dans un premier temps une forme de mea culpa. Donc c'est clairement dit, présenter mes excuses au président de la République que j'ai profondément heurté. On dit souvent une faute avouée est à moitié pardonnée. Je pense que c'est le bon adage. On parle de réconciliation nationale. Exactement. Je pense qu'il est peut-être dans cette veine. Maintenant, après, au regard des circonstances, parce qu'on était en pleine campagne électorale, et il faisait partie d'une coalition, donc à ce moment-là en tout cas, une coalition de l'opposition qui avait tenu un meeting pour s'opposer à la candidature du président Alassane Ouattara. Et il n'avait pas l'habitude, en tout cas, de s'exprimer. Et certains observateurs, justement, avaient peut-être estimé que l'adrénaline, la foule, l'effet et tout ça. L'effet de masse et tout. Je pense qu'il n'avait pas l'habitude, n'a jamais eu l'habitude de goûter à ce genre de choses, d'événements. Et après, n'est pas opposant, n'est pas opposant qui veut, mais qui peut. Quand vous dites une faute avouée est à moitié pardonnée,
Pour avoir lu cette jolie lettre, parce qu'elle est joliment écrite, de M. Marcel Amontano, il dit dans ses propos, il explique son geste, ce fameux geste qui aurait heurté, selon lui, bien après dans ses écrits, le chef de l'État. Il dit dans ses mots, si je ne me trompe pas, qu'il n'a rien dit de méchant en vrai, parce qu'il a dit qu'il nous rende le pays. Ça ne voulait pas dire qu'il traitait le président de non-ivoirien, mais qu'il voulait simplement affirmer que dans le désaccord qu'ils peuvent avoir par rapport à la gestion de ce pays-là, il souhaitait que ce pays passe à d'autres mains et à une autre gestion. Donc quand on dit ça en intro, presque, et qu'ensuite on dit que j'ai conscience d'avoir profondément heurté le chef de l'État, à qui je tiens à présenter publiquement mes sincères excuses, je trouve qu'il y a quand même un peu de contradiction. Dans les propos, pour sortir de là, cette lettre-là, quelles sont ses implications, quelles sont ses conséquences, en fait? Quelle est l'intention derrière? Les conséquences de la lettre? Oui. Moi, je ne dirais pas les conséquences, je dirais même plutôt quels sont les avantages de cette lettre-là. C'est la bonne question à se poser. Les conséquences, justement, je pense que cette lettre-là même est la conséquence peut-être de ce qui s'est passé en amont. Je veux dire, cette lettre-là, elle vient, comme Edith a dit, puisque nous sommes dans une période où on parle de réconciliation et on parle d'apaisement social et tout, cette lettre-là, elle vient pour jeter de l'eau sur le feu. Pour vous dire, à mon sens, c'est vrai qu'on peut être opposant et qu'on peut ne pas forcément être d'accord avec le pouvoir en place, mais il faut reconnaître l'autorité de l'État et je m'engage à la reconnaître et je me mets à disposition même de cette autorité-là. Le dernier commentaire est un commentaire tendancieux. Moi, ce que je vois, c'est que... Oui, mais c'est pour ça. Il dit clairement, il conclut en disant clairement que le fond ne justifie pas la forme. Or, la forme l'emporte sur le fond. Moi, ce qui veut dire, à mon avis, que sur le fond, il ne s'excuse pas vraiment. Ah si? Non, sur Clairement. le fond, il dit dire qu'il nous le rend n'est qu'une manière d'exprimer une divergence sur certains aspects de la gestion des affaires publiques, mais en aucun cas de suggérer qu'il n'est pas ivoirien, comme il me revient que beaucoup de mes compatriotes l'auraient compris. Il explique le sens de son propos, mais il s'excuse sur la forme, en disant que la forme l'emporte sur le fond. Moi, c'est comme ça que je l'analyse, en fait. Mais il finit en s'excusant profondément. Profondément sur la forme. Il s'est profondément excusé sur exactement, la forme. Et que cette forme-là a profondément également heurté le chef de l'État, et il s'excuse. Alors, la deuxième question que je vous pose pour poursuivre, Oui. pour lever le quiproquo, la question que je vous pose, c'est pourquoi maintenant? Oui, parce que je veux dire, juste après, il y a eu le temps de dire attention. L'élection présidentielle s'est tenue le 31 octobre, le dialogue politique aussi. C'est une bonne question. Les législatives, les candidatures sont déposées. La question du timing. Le timing aussi, je pense qu'il est assez choisi parce qu'on sent un peu de bisbille, de l'eau dans le gaz au niveau de la coalition de l'opposition concernant leur entrée au niveau des listes, des candidatures, en tout cas pour les législatives. Donc, on sent déjà des divisions au sein même de cette coalition entre le COJEP qui décide de se retirer, entre le PDCI et le FPI où il y a des quiproquos, des malentendus. Je pense que même au sorti même de ce meeting, quelques jours après, il s'était mis un peu à l'écart de la coalition de l'opposition, en faisant comprendre qu'il ne se sentait pas proche ou associé à ce qui allait se passer par la suite, pour se dédouaner également. Je pense que peut-être qu'il a été pris par l'adrénaline à ce moment précis. Il a voulu goûter aussi à la vie d'opposant, mais il s'est rendu compte que ce n'était pas facile, la vie d'opposant. Assumer ses propos, entre assumer ses propos et s'excuser avec une personne avec qui on a peut-être une relation de confiance depuis des années, je pense, ils se connaissent depuis de nombreuses années. On peut le faire au téléphone, dans tous les cas, des intermédiaires et tout ça. Mais de le dire clairement comme ça, on va juste retenir dans un premier temps que M. Marcel Amontano présentait ses excuses au chef de l'État. C'est peut-être un début de beaucoup de choses. Wait and see, on va regarder comment les choses se présentent pour la suite. En tout cas, there can be miracles when you believe. En tout cas, c'est un grand écart et le trait d'union. Exactement. Jean-Claude Van Damme. Fin de la première partie du Live Talk. On va bientôt recevoir notre invité, mais je vous propose de marquer donc cette pause.
Sous nos cieux, les fichiers d'empreintes génétiques des profilers sont quasi inexistants. Nous sommes donc moins bien protégés qu'aux États-Unis ou en Europe contre ce qu'on appelle les tueurs en série. Notre pays a connu il y a peu une succession de meurtres avec le même mode opératoire. Que faire face à ce genre de situation? Pour nous en parler avec nous ce soir, Monsieur Valentin Zawi, il est sociologue. Bonsoir Monsieur Zawi. Bonsoir Monsieur Arnaud. Et comment allez-vous? Bonsoir Mesdames. Bonsoir Monsieur Zawi. On est content Bien, de vous merci. retrouver sur le Vous-même? plateau. Très très bien. Bah, écoutez, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merveilleux à vous aussi. Merci. Meilleurs vœux. Bonne année. Merci. beaucoup. Monsieur Zawi, la tranquillité des riverains de la zone sud d'Abidjan a été donc perturbée courant mois de janvier par un tueur en série. C'est vrai que ce n'est pas le genre de termes qu'on a l'habitude d'entendre sous nos cieux. C'est vrai qu'il y a une période, on avait entendu parler de certains noms. On va peut-être certainement revenir à ça tout à l'heure. C'est quoi un tueur en série? Très bonne question. Déjà, quand on parle de tueurs en série, généralement on compte à partir de 3 homicides. Mais définis dans le temps, ça peut être quelques jours jusqu'à quelques années. Avec le même mode opératoire. Ben, Ou il peut changer. par définition, un tueur en série, c'est un psychopathe. Donc voilà, il y a un double de la personnalité, un comportement antisocial, et c'est une personne qui, par définition aussi, est incapable de remords et d'empathie. Donc il va agir, mais qui ne se rend pas compte qu'il fait du mal, mais en même temps qu'il peut être content du mal qu'il fait aux autres. Mais Il prend exactement. Mais le modus operandi est important dans la définition donc, Tout à de fait. série. Pour dire, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on fait la différence Exactement. entre vous et moi qui posons des actes, parce que je pose des actes de la même façon. Vous parlez donc d'un trouble de comportement, Exactement. mais également d'une méthode. Exactement, c'est justement pourquoi c'est comme ça qu'intervient aussi la notion de profiler, enfin comme disent les anglophones, pour définir le profil. Parce que, bon, pour ce qu'on voit dans les films, hein, mais ce n'est pas que dans les films, malheureusement aussi, on verra qu'il y a forcément un lien. Donc la façon de faire. Alors, pour donner un exemple, ce que j'ai cru comprendre, le dernier en date, en Côte d'Ivoire, celui qui vient d'arrêter, j'ai cru comprendre que c'était un SDF, mais qui a aussi tué des SDF. Effectivement. Et de la même façon, en brisant les crânes. Exactement le même mode opératoire. Et selon des informations qu'on a obtenues de la police, le suspect, en tout cas celui qui a été arrêté, semble avoir toutes ses facultés, en fait. Il n'a pas de problème psychologique, en tout cas des informations qu'on a reçues. Alors que souvent, on associe ces profils à des personnes dérangées en griffe. Est-ce qu'il faudrait s'inquiéter de la lucidité, en tout cas de l'auteur des crimes? Parce que, est-ce qu'en général, on sait que ces personnes sont dérangées, mais on nous dit qu'il n'y a pas de problème au niveau psychologique? Alors, je pense que les psychologues, les psychiatres expliqueraient mieux la chose, mais pour ce que je peux en dire, c'est que quand on parle de psychopathie, il peut y avoir des niveaux aussi. Exactement. Voilà, parce qu'on a des psychopathes à tous les jours. Hein. Une personne qui est incapable d'empathie, c'est une forme de psychopathie. Parce qu'en général, ces profils de tueurs en série, lorsqu'on le voit dans des reportages, ce sont des bons pères de famille en général, ils ont des visages d'ange, c'est madame tout le monde, monsieur tout le monde, exactement. Et on ne peut même pas leur reprocher quelque chose. Tout à fait. Donc, maintenant, pour répondre à la question d'Edith, oui, c'est vrai que ça peut paraître inquiétant. Après, quand on creuse, on peut situer aussi le niveau, parce que tout part d'un déséquilibre psycho-émotionnel. Et vous et moi, personne à l'abri. Oui. Nous sommes des êtres humains. C'est quoi l'élément déclencheur? Écoutez, ça varie d'une personne à une autre. Oui, exactement. Ça varie, oui. Exactement. Je veux dire, quelqu'un qui est sous l'effet de la colère peut poser un acte qui va regretter. Et à partir de là, ça peut déclencher. Effectivement, voilà, ça peut, voilà. Moi, ce qui m'inquiète vraiment dans ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, ok, on a la mondialisation, donc le monde qui est devenu un gros village, on a la communication qui va plus vite même que la lumière, donc on sait un peu ce qui se passe dans les autres pays, on a la télévision, le câble, Internet, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on s'alarme peut-être quand on arrête un monsieur pareil, peut-être parce que les enquêteurs, cette nouvelle génération d'enquêteurs même ivoiriens, parce qu'eux aussi sont connectés à ce monde-là, savent dépister tout de suite peut-être le même mode opératoire et se disent que c'est peut-être un tueur en série, mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est de me dire que je pense que parce que le monde est monde et que les hommes sont pratiquement tous pareils, on a dû très certainement, dans le passé, avoir ce genre de tueurs-là, sans jamais faire... Certainement. Non, mais ça, on va en parler aussi. Non, mais c'est pas pareil. Ça encore, c'est pas pareil. Mais là, je te parle vraiment de tueurs en série, je te parle pas de tueurs occasionnels par rapport aux élections. On a très certainement dû en avoir, mais sans jamais faire le lien entre les différentes affaires. Vous avez parfaitement raison. Il est clair qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux,
avec les médias, enfin tous les moyens qu'on a pour mettre parfois sous lumière certains faits, oui, on a le sentiment que, mais c'est vrai que par le passé, quand on remonte bien dans des décennies en arrière, dans certains pays, il y a également eu ces faits-là. Donc oui, c'est pas forcément nouveau. Mais justement, quand il évoque ce sujet-là, du fait d'avoir ce genre de profil psychologique, disons psychopathe ou sociopathe, qui a toujours existé, moi, ça m'inspire, enfin, on le sait tous, on a tous regardé, on est passionné, perso, je suis passionnée par la série Esprit criminel, dans laquelle il parle justement de profilers, de ces types de psychopathie, disons. Tout à fait. Mais en général, ce genre d'histoire remonte toujours à l'enfance. Tout à fait. Aujourd'hui, les sociétés commencent à être similaires. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux familles dans lesquelles, par exemple, on va trouver un violeur qui va être un tueur que pour femmes parce que son père a été violent avec sa mère ou bien parce que sa mère a été castratrice, etc. Comment est-ce qu'on peut éviter de faire des enfants psychopathes? Très bonne question. En même temps, vous avez dit beaucoup de choses. Il y a des éléments intéressants J'avoue qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Non, mais ça revient au problème peut-être de l'éducation. Oui. Ça revient aussi à la protection qu'on doit avoir par rapport aux enfants. Le drame, c'est que ça vaut chez nous, ça vaut en France, il n'y a pas longtemps encore. Il y a Kouchner, là, enfin une dame, je me rappelle le prénom, qui a rendu d'inceste qui remonte à quelques années, c'est son frère avec le beau-père. Donc oui, ça pose des questions de société. C'est pourquoi je parle d'éducation déjà. Comment est-ce qu'on éduque des enfants en leur donnant des valeurs, le respect de l'être humain et ces choses-là. Mais c'est aussi... Et comment on les protège aussi de la société. Surtout ça. Parce qu'il y a de mais nombreux... déjà dans le cercle familial, parce que malheureusement, quand on parle de viol, quand on parle de violence basée sur le genre, c'est déjà dans le cercle familial. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un stade où... plus qu'avant, parce que c'est une autre génération, nous avons nos enfants qui sont très précoces, qui sont très matures, tout seuls, ils peuvent faire des recherches sur Internet. Donc ça demande beaucoup de communication. Et on sait également que de nombreux psychopathes le sont devenus souvent par le fait de copier. Ils vont même jusqu'à copier des crimes commis par d'autres personnes. Exactement, oui. Donc, voilà, et aujourd'hui avec la télé, autant on a de bons enquêteurs qui s'inspirent des modes d'investigation, mais il y a également des personnes qui s'inspirent, à la limite même qui vénèrent des personnes, Jack Léventreur et compagnie, qui se sont illustrées d'une certaine manière. Donc effectivement, il faut protéger également nos enfants à la base de ces choses-là. Mais comme aux États-Unis, plusieurs fois, il y a eu des élèves qui ont débarqué dans leur école et qui ont tiré sur tout le monde. Parce que, bon, les vidéos qu'on regarde, les films qu'on regarde, finalement, on oublie qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est fiction et ce qui est la réalité. Alors justement, on s'est posé la question, est-ce que c'est des phénomènes qui sont nouveaux en Côte d'Ivoire, en Afrique je disais tout à l'heure, ça ressemblait effectivement beaucoup plus à une légende urbaine qu'à une réalité, mais de ce fameux coupeur de tête à la voiture noire... Tout à fait. Torino, oui, c'était ça. Mais celui-là, bon, pour marquer la différence un peu, c'est pour ça que tout à l'heure je m'insurgeais par rapport à ce que vous étiez en train de dire, Torino, c'est un tueur occasionnel. Généralement. Souvenez-vous bien, c'est lorsqu'il y avait des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Bien avant ça. Mais moi, je me souviens que 5 ans, 6 ans, déjà, on parlait de Torino avec la voiture. Mais j'étais justement à l'école primaire et je me rappelle très bien que ça coïncidait avec ces grands événements-là. À chaque fois, quand ils étaient en approche, nos parents nous disaient « Attention, il y a Torino qui arrive ». Donc c'est plus la légende. En tout cas, voilà, c'était parce qu'effectivement, on s'est bien rendu compte que chez nous, quand il y a des élections, c'est la période des sacrifices, on voit des canaris au carrefour, des raptes d'enfants, ce genre de choses. Bon, pour parler de légendes urbaines, est-ce que c'est vraiment des légendes ou c'est vrai ou des réalités? Il y a une différence entre les sacrifices, les rituels et puis ces meurtres en série. Parce qu'on parle souvent, on a beaucoup de crimes rituels qui se font de façon régulière et même dans le temps. Vous avez parlé de la définition du tueur en série qui commet au moins trois homicides et rapprochés dans le temps. Mais on connaît plein de cas et depuis de nombreuses années de crimes rituels qui se font également sur une certaine période dans un court espace de temps. Est-ce que ce n'est pas finalement aussi des cas de tueurs en série à classifier? Par définition, non. C'est la définition européenne, on va dire occidentale. Mais restons sur l'exemple d'Edith. Nous avons dans certaines sphères culturelles les Akans, pour ne pas le nommer, où le 10e enfant, dans la fratrie, n'a pas vocation à vivre. Oh mon Dieu. Parce que cet enfant équivaut abomination, équivaut malédiction. Donc oui, mais donc pendant longtemps, le 10e...
Voilà. Mais c'était rituel. Je veux Mais dire, justement, là, voilà, là, on va mais dire- aujourd'hui, certainement que... il y a des catégorisations des crimes. Exactement, mais ce n'est pas la tuerie Ouais. en série, ça Non. c'est autre chose. Ouais. En fait, ça le tueur touche en à des série, valeurs il est culturelles d'un point de vue associé- anthropologique. Le tueur en série, pardon, il est associé donc à la recherche de plaisir dans l'acte criminel qu'il commet. En règle Voilà. générale, il y a Oui. cela, mais comme l'a dit Mme Diallo, c'est ça? Oui. Il y a que... Quand on fouille bien, ça va toujours remonter à l'enfance. Oui. Voilà, donc c'est des blessures intérieures, c'est un mal-être qui n'a pas été bien géré, et donc du coup, parce que je veux me venger, parce que je veux rattraper quelque chose que j'ai perdu, oui, je vais aller faire du mal aux Monsieur gens. Zawi, est-ce que vous... Mais pardon Serge, comment les gens vivent cela? D'ailleurs, à ce propos, on a un reportage parce que on s'est renseigné, on a interrogé les habitants de la zone de Marcory, parce que vous entendez qu'il y a un tueur en série dans votre zone. Comment vous le prenez? Regardez ce qu'ils en ont pensé. Les sans-domicile fixe ou les malades mentaux qui très souvent trouvent refuge sous les ponts ou les tables de nos marchés ont vécu ces 4 derniers mois la pire terreur de leur vie. Ils étaient la cible principale d'un tueur en série qui sévissait dans toute la zone sud d'Abidjan. Nous sommes à Marcory et c'est sous cet échangeur-là que ce tueur en série semble-t-il avoir fait le plus de dégâts. Ses victimes, il les attaquait nuitamment par surprise dans leur sommeil et leur écrasait une grosse pierre sur la tête. Des crimes qui donnent froid dans le dos. La plupart, c'est les fous qui tuaient. Mais il y avait des sans-abri dedans aussi. Il prend un gros caillou, les pavés de caniveau là. Donc quand il dépose un coup sur ta tête, ça pète. Toi, le gars même, il dort comme ça. Il n'a même pas le temps de bouger. Il reste comme ça dans son sommeil. Tout le sang sort dans son nez, son cerveau, tout ici. La plupart même de ces crimes, même, c'est en bas du pont ici. Là. Il y a un caillou qui est là-bas, là. C'est là-bas actuellement. Il y a le sang là-dessus, tout ça là. C'est là-bas, en bas de ce pilier là. Il y a un gros caillou gravier en béton. Il y a le sang là-dessus. Tu tues les gens. Si tu viens dormir là seulement, ou bien tu dors dehors, dans la zone de Marcory ici, place, mosquée libanaise, il sort comme ça, le grand carrefour de Marcory, Solibra là, il te tue. Pour éviter de subir la fureur de ce tueur en série, comme Stéphane Adjobi, les sans-domicile fixe évitaient de s'isoler. Le sans-domicile fixe, c'était difficile pour nous. Maintenant, on peut s'asseoir devant un maquis, mais devant un bar pour pouvoir veiller. La nuit, la journée, j'ai un endroit pour dormir. C'est un peu difficile, quoi. Voilà. Alerté par ces meurtres en série, la police nationale s'est mise à la recherche de ce bandit de grand chemin. Résultat des courses, l'homme est arrêté dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier, aux environs de 2h30 du matin, lors d'une patrouille menée par 2 équipages de la brigade de recherche et d'intervention. Il l'a arrêté, il n'a qu'à dire qu'il a envoyé bien, c'est pourquoi il fait ça. Parce qu'il a trop tué les gens ici. Il a tué des gars même que moi je connais ici. Des fous que il leur donne du pain, il leur donne du jeton. Il a trop tué ici. En attendant la suite des enquêtes, le calme est revenu dans tout le sud d'Abidjan. Mais toutefois, une question demeure. Pourquoi l'homme s'en prenait-il aux sans-domicile fixe et aux malades mentaux? Au-dessus le plateau, donc, après ce reportage de nos Canapalika, on va rappeler que nos services, donc, au niveau de l'édito, ont essayé de rejoindre le commissaire de brigade de la recherche d'intervention, le commissaire Yao, qui a été joint au téléphone, qui rappelait dans un premier temps que le tueur était en possession de toutes ses facultés et que les corps sans vie n'étaient pas retrouvés mutilés. Donc, il y a une petite précision à ce niveau-là. Mais bon, pour des besoins, pour les nécessités d'enquête, il ne faut pas nous en dire plus, certainement, pour voir si cette personne-là avait des complices. Disait une des personnes interrogées, qui l'a envoyé? Il y a peut-être des commanditaires, on ne sait pas. Donc je crois que pour nécessité d'enquête, on n'en sait pas plus par la brigade de recherche et d'intervention. En fait, cet élément vient étayer la question que je m'apprêtais à poser à M. Zawi tout à l'heure. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Ce pays qui tend vers le développement, pour ne pas employer un autre terme qui est déjà obsolète, je pense, si on veut s'en référer au calendrier. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir avoir une politique sociale beaucoup plus adéquate pour traiter ce phénomène des enfants de la rue? Je commence par enfants parce que je considère qu'on doit commencer par eux avant d'attaquer même peut-être les sans-abri, les adultes, parce que c'est aussi des sans-abri. Les enfants de la rue, je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne devrait pas se retrouver avec
autant d'enfants dans la rue et avoir le regard si indifférent des populations. Et même, c'est pas pour indexer le gouvernement à chaque fois lui tirer à boulet rouge dessus, mais aussi celui du gouvernement, parce qu'on a l'impression que pas grand-chose n'est fait. Alors, Serge, pour bien comprendre à notre niveau, vous faites un parallèle avec les enfants de la rue, en tant que victimes ou en tant que personnes qui commettent des Déjà, crimes. à la base, puisque ce monsieur-là, par exemple, qu'on a intercepté aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de SDF dehors, qui n'aurait peut-être pas commis de crime. Après, c'est à Je veux dire, Après, c'est à voir. On sait également, pour revenir à un autre cas, à un moment, on avait commencé sur les réseaux sociaux à évoquer quelqu'un qui s'en prenait aux femmes, qui ligotait à la Palmeraie. Je crois que vous en avez entendu non, mais parler. là, on est sur un cas précis, c'est pour ça que j'ai développé, j'ai Mais voilà, essayé de parler donc, des mais enfants le de la rue rapport et des avec SDF. les SDF et les enfants de la rue. C'est ça. J'ai commencé par les On pourrait enfants y à dessein. revenir. Quand on aborde les causes, c'est vrai que le lien a été vite fait, c'est vrai que ça peut... mais bon, on peut évoquer le sujet en parlant des causes. Moi, je me dis, oui, d'un point de vue social, on devrait pouvoir évoquer ce sujet-là aussi. Il est clair que, vous savez, parfois on vient de très très loin, hein, on peut avoir le sentiment que rien n'est fait, mais je pense que, et sans passer la pommade à qui que ce soit, je pense que le gouvernement fait des efforts conséquents, mais oui, il faut peut-être en faire davantage, pour ne pas qu'on ait autant d'enfants dans la rue, mais les enfants qui sont dans les rues, ça s'explique par autre chose, et principalement par la démission de certains parents. Parce qu'un enfant, il n'est pas fait pour vivre dans la rue, on le fait pour qu'il soit dans une cellule familiale. Mais il y a tout un ensemble de points sur lesquels on pourrait revenir tout à l'heure. En fait, je pense que peut-être Serge veut mettre le doigt sur le fait qu'il faut beaucoup plus aussi de structures d'accueil pour accueillir ces SDF certainement, qui sont exposés. Voilà, qui sont exposés. Responsabilité au niveau des familles. Exactement, responsabilité des familles. Et il d'un point de vue plus global, des capacités d'accueil. Je pense que c'est pas le vrai problème. Mais le vrai problème, c'est qu'ils s'en prennent au SDF. Peut-être que c'est parce que quand on va peut-être chercher dans ses mobiles, voilà, il avait un problème avec le SDF. Mais c'est parce qu'il y avait des SDF dehors. C'est juste une bretelle parce qu'on parle de protection de ces personnes sans abri qui sont dans les rues, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ces SDF aussi soient des possibles tueurs en série, en fait. Parce que de toute façon, ça arrive même quand on regarde les films comme Esprit criminel et tout, on voit que même dans certaines sociétés, et certains documentaires aussi, vous avez des tueurs en série qui prennent plaisir à tuer des SDF. Exactement, comme il y en a qui prennent plaisir à tuer des enfants, il y en a qui prennent plaisir à tuer des femmes, des blondes, après plusieurs profils. Où la fille a été exécutée par un policier et le père n'a jamais accepté, qui va commencer à plusieurs policiers. Donc il y a toujours, quand on fouille bien, il y a toujours... Chaque tueur en série a un mobile précis qui motive. En règle générale, il y a toujours une motivation qui conduit à ce genre de pratiques-là. En tout cas, on l'a bien compris, hein, les habitants de cette zone-là ont été... Parce que justement, il n'y avait pas que les SDF qui étaient inquiets, les riverains, tout le monde se disait, à un moment donné, il peut décider de changer de victime. Parce que les populations ne veulent pas savoir que forcément, la cible, c'est exclusivement les SDF. Donc oui, on a forcément peur. Est-ce qu'il y a moyen de reconnaître, même si on a parlé de visage d'ange, de profil qui est difficile à cerner, est-ce que quand même il y a des petits éléments qui nous permettraient d'identifier dans notre entourage? Je tiens à rappeler à votre team que voilà, parce que parfois... Non mais moi j'ai fait la psychologie, je peux vous dire que souvent on vous dit que dans la recherche de certains coupables, il y en a par exemple qui sont profilés comme ayant le menton carré, les sourcils froncés, mais en général c'est pas très pertinent. C'est pas très pertinent, c'est très pédagogique, mais après on va laisser ça aux professionnels. Voilà, c'est beaucoup de théories. Après on commence à chercher tout le monde qui a un menton carré sur le plateau. Exactement, oui, madame. Moi, j'ai envie de savoir, après tout ce qui s'est passé sur les cas de meurtre à Daloa, à Bobo, Bouaké, et tout ce qui est relayé sur les réseaux sociaux, on se rappelle également de cette tête décapitée lors des violences pendant la crise post-électorale. La violence est quasi existante aujourd'hui dans le tissu social ivoirien. Pourquoi cette montée de la criminalité en Côte d'Ivoire, à votre avis? Et après, on part à la pause, je vous promets. Il y a plusieurs raisons. Il y a ce que le professeur Francis Akindé appelle l'inversion des valeurs morales aussi déjà. Mais là, vous parliez de l'exemple pendant la période électorale. Mais il y a aussi, ça on ne le dira jamais à suffisance, il y a aussi les nombreuses crises sociopolitiques que notre pays a connues, mais qui a des conséquences et qui a des effets collatéraux. Comme la guerre, exactement. Donc oui, en grande partie, parce qu'il y a quand même des familles qui ont été disloquées, il y a des vies qui ont été brisées, il y a des jeunes parfois dont les rêves ont disparu du jour au lendemain, qui peuvent en vouloir à la société.
Donc on revient encore à cette raison psychiatrique ou traumatisme, psychologique en fait, C'est finalement d'autant derrière. malheureux que combien d'Ivoiriens ont été traités, ont été suivis par des psychologues. Bonne Sous d'autres cieux, vous êtes accompagnés, on vous aide. Dès qu'on voit que Mais- on décèle en vous quelques troubles, Oui, voilà. ben, on vous oriente Nous, c'est la nature qui a fait le travail, et encore. Donc, il y a ces traces-là, et puis il y a d'autres raisons. Ok, On- monsieur on- Zawi, on vous garde avec nous. Oui. On va marquer Et une de- pause de- et revenir tout à l'heure pour la suite et la fin de notre entretien. Parce qu'on a certainement d'autres questions sur le plateau à partager avec vous. En compagnie de notre invité, monsieur Valentin Zawi. Et puis, nous abordons la question des tueurs en série en Afrique. Nous sommes allés au-delà des frontières de Côte d'Ivoire. Et nous avons en ligne le professeur Aboussi. Il est psychiatre, médecin légiste et diplômé en criminologie, qui se trouve au Sénégal. Il est sénégalais. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, professeur, comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui... Ah, vous êtes avec votre fille, d'accord. Comment on peut expliquer aujourd'hui qu'on en sache très peu, en tout cas, sur la question des tueurs en série? J'ai pas bien compris, s'il vous plaît. On parle de tueurs en série, mais on n'en parle pas très souvent en Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, c'est vrai que nous avons nous permettre de faire beaucoup de tueurs en série. Parce que certainement, la criminalité classique, personne, beaucoup de. Surtout en termes de serial killers, ne sont pas à jour. Beaucoup de Alors, je crois que la liaison avec le professeur n'est pas très bonne. On essaiera de voir si avant la fin de l'émission, on pourra retrouver le professeur. Alors, justement, on en sait très peu parce qu'il commençait à l'évoquer. Le fichier de ces choses-là est très mal entretenu, disons-le comme ça. En Afrique, vous partagez son point de vue? En règle générale, au niveau des statistiques, on n'est pas forcément les meilleurs. Bon, Oui, non, mais bien avant même de parler de statistiques, mais est-ce qu'on a des personnes qui sont professionnelles à ce niveau-là? Est-ce qu'on a des agents qui sont formés pour déceler dans la société qui est, selon ses actes, est un criminel en série, un tueur en série ou quoi? Est-ce qu'on a des profilers dans la police? Je sais que très récemment, pas très récemment, mais je sais qu'on a un département scientifique tout à fait. dans la police aujourd'hui, mais est-ce qu'on est à même aujourd'hui de pouvoir vraiment s'investir dans la lutte contre ces grands criminels, parce qu'ils existent sur le continent? On en a des exemples en Je crois Afrique qu'il y du avait la mise en Sud, place en Ouganda. d'une brigade là maintenant pour pouvoir... Une police, il Ouais, mais existe une police scientifique. Serge, oui, non, je vous oui. rassure, on a des compétences, Oui, on a surtout des en Côte compétences. d'Ivoire, mais il est clair que même ailleurs, je crains fort qu'il y ait des spécialistes qui peuvent déceler, comme vous dites là, quelqu'un qui est... C'est monsieur tout le monde, c'est madame tout le monde. Oui, il existe C'est- quand même des profilers. voilà, il suffit que le cas... Oui, les profilers, justement, mais le profiler, qu'est-ce qu'il fait généralement? C'est parce qu'il y a eu un acte. Parce qu'il y a eu crime. oui. Voilà, Justement, qu'il va qui se chercher à porte- va sur les comprendre. traces, oui. Exactement, c'est quoi le mode vivendi, enfin le mode ouais. opératoire. Et c'est comme ça qu'on détermine, ah tiens, voici le fil conducteur. Donc, il faut faire attention parce que voici... mais sinon, Mais avant autant se ça... le dire, il n'y en a pas beaucoup quand même. Heureusement, ouais, c'est- en Mais Afrique. peut-être Vous qu'on me direz sait- peut-être qu'on n'en a non, pas peut-être beaucoup de qu'on tueurs en ne sait série. pas, hein, Non, mais on ne bon, sait pas. pour moi, à mon avis, en fait, le point déjà, c'est que la science joue beaucoup. Aujourd'hui, d'après ce qu'on voit aussi, en tout cas à l'étranger, de ce qu'on voit, ce que la fiction et les reportages des documentaires nous montrent, c'est qu'il y a tout ce qui est signature génétique. Je veux dire, il Tout à suffit fait, juste c'est qu'on quand prenne même, l'ADN de l'ADN. la personne pour mettre dans un système pour qu'on sorte l'identité de la personne. Oui, on Est-ce peut qu'on se a ça? retracer, effectivement. En fait, est-ce que la question à se Avant poser, d'ADN c'est... génétique, Oui. la digitalisation, Oui, ne serait-ce que de empreinte l'administration, digitale, voilà. je veux dire, Les cartes la d'identité numérisation et de tout ça, l'administration voilà. en Côte d'Ivoire, c'est pas encore voilà, à 100%. Parce que vous le dites, si C'est, bien, si demain on prend votre test, votre ADN, ADN, oui. on le met, il n'y a aucun fichier parce que vous ne serez pas déjà inscrit. Parce qu'à un moment donné, on n'avait pas bien compris. On a l'impression Un aujourd'hui. test ADN ici, ça coûte bon. Mais Oui. bah, déjà, il y a le montant. Au ouais. moins 800 000 francs. Au moins 800 000 francs. Déjà, voilà. On finira en par plus- y arriver. step voilà. by step. Oui, on va y arriver. Restez optimiste, monsieur Kouachi. Alors, je crois qu'on a le professeur qui est de retour. C'est la babysitter. Son assistante surtout. Exactement. Alors, professeur, on parlait de criminels et de tueurs en série. La différence. Oui. La différence entre un criminel et un tueur en série, Enfin, un tueur. Aussi. en fait, attendez, je pense que c'est la liaison qui est passée un peu. Alors, Oui. Normalement, un serial killer, c'est quelqu'un qui va différencier de meurtrier normal, dans la mesure où il y a
un mode opératoire qui est figé sur plusieurs crimes qui sont commis par la même personne. D'accord. Est-ce que c'est à partir de ce moment seulement qu'on peut parler... Allez-y, professeur. C'est à partir de ce moment seulement qu'on peut parler d'un serial killer. Est-ce qu'on a beaucoup... Est-ce qu'on en a un grand nombre en Afrique, de ce que vous avez par expérience eu à entendre ou à traiter comme affaire? Est-ce qu'on en a beaucoup en Afrique, des serial killers? En Afrique, on n'est pas très souvent confronté à des serial killers parce que la plupart du temps, en Afrique, c'est plus que des crimes occasionnels. Ce n'est pas des crimes qui sont bien organisés. Et donc, la plupart du temps, même les scènes des crimes sont désorganisées parce que c'est pratiquement peu courant de rencontrer surtout des grands psychopathes. Donc, qui ont une désorganisation qui va faire qu'ils vont passer à l'acte de façon répétitive. Et donc, il faut savoir que la particularité, surtout chez les serial killers, le fait de tuer a une action anxiolytique, parce que le fait de passer à l'acte constitue un moyen de lutter contre l'angoisse qui est là, qui les envahit. Mais la question, est-ce que ils sont... Allez-y, professeur, terminez sur cette question, avant la prochaine, la dernière. Oui, et donc de ce fait, le fait de passer à l'acte avec un certain mode opératoire qui est figé, c'est ça qui permet de dégager leur anxiété. La question que aujourd'hui, est-ce qu'on est à mesure de pouvoir lutter contre ce phénomène-là en Afrique? Est-ce qu'on a des policiers compétents, on a des profilers, on a des équipes techniques, on a des moyens techniques scientifiques pour pouvoir faire face à ce phénomène-là? En fait, ça peut être ce déficit qui existe, peut-être à l'origine même du fait qu'on ne met pas souvent en lien des crimes qui existent. Parce que, quand même, il faut savoir qu'en Afrique, nos services sont particulièrement peu dotés en matériel et donc aussi en ressources humaines. Donc, ressources humaines et ressources matérielles pour pouvoir mettre des links entre des scènes de crimes qui sont passées dans plusieurs zones différentes. Exactement, exactement. Merci professeur, merci d'avoir accepté de vous prêter à notre série de questions. Et puis on embrasse votre fille, votre assistante, votre fille qui est à vos côtés. C'est mon assistante, voilà. Merci beaucoup professeur. Merci beaucoup. Il a mis le doigt sur le partage de fichiers entre les différentes polices. Rabia Diallo aussi. Oui. Il a mis le doigt sur le partage de fichiers, l'inexistence de partage de fichiers entre les différentes polices en Afrique. Donc, le lien entre un meurtre qui se serait déroulé en Côte d'Ivoire et un autre meurtre qui se serait déroulé au Sénégal avec le même mode opératoire. Donc, après, c'est difficile de lutter, de pouvoir même identifier des crimes, des tueurs en série dans ce genre de cas. Mais en fait, moi le point que ça évoque, en tout cas, pour moi, c'est aujourd'hui, OK, on n'a pas techniquement de tueurs en série comme c'est défini. Mais toutes ces personnes qui commanditent une série de meurtres rituels, ça existe en Afrique, on en a beaucoup. Oui, on en a parlé. Du coup, quel terme aujourd'hui on pourrait... je ne veux pas qu'on fasse un déni en se disant « Ah ben, on n'a pas de tueurs en série en Afrique ». On devrait peut-être avoir... oui, je sais, mais on devrait pouvoir aujourd'hui donner un nom à ce type de meurtre en série pour pouvoir faire face à cette réalité et trouver une solution. Des tueurs en série, on en a. En Afrique du Sud, au Kenya, on a déjà évoqué ça. Mais après, c'est la proportion. Attention, moi je suis tout à fait d'accord avec elle en ce sens où je me dis, qu'est-ce qu'un tueur en série? Un psychopathe, mais on l'a dit, c'est un individu qui va commettre plusieurs homicides. Oui, voilà. D'accord. Plusieurs homicides, un psychopathe, voilà, qui va commettre plusieurs homicides et qui va prendre plaisir à commettre ces crimes-là. Bon, on a vu dans certains documentaires comme dans des films que ça vient, comme vous le dites, très souvent de l'enfance. En tout cas, il y a un élément déclencheur. Et cet élément peut arriver... Vous pouvez avoir des tueurs en série qui s'ignorent et qui, par exemple, pour infliger une certaine douleur à des femmes, prennent plaisir à les violer, par exemple. Jusqu'au jour où il passera à l'acte où il va peut-être l'étrangler, où il va peut-être la tuer, et il va prendre plaisir pour la première fois. Mais bien avant ça, c'était un violeur. OK ? Donc, c'est d'en arriver en série aussi, ça peut arriver. Voilà, donc c'est d'en arriver au premier acte d'ôter la vie. À partir de cet instant-là, dès que vous commencez à prendre goût, vous allez le refaire, cet acte-là. Donc, à ce niveau-là, on devrait même plus se poser la question de savoir les tueurs en série, pourquoi, est-ce que, comment, mais c'est comment est-ce qu'on en arrive au crime? C'est-à-dire, on devrait pouvoir aujourd'hui se poser sur la question de savoir comment est-ce qu'on traite, comment est-ce qu'on lutte contre le crime. Les tueurs en série viennent
après avoir commis un crime, ne serait-ce qu'un premier, avant d'en Idéalement, mettre deux ou idéalement, trois. on va terminer là-dessus. Idéalement, c'est que cet homme-là, à son premier crime, puisse être arrêté pour éviter qu'il en commette d'autres. Avant qu'il... C'est ce qui est fait en règle générale. En règle générale, on l'espère. Peut-être que c'est ce qui expliquerait le fait Oui, que... oui, voilà. parce que nous avons des compétences, effectivement. Exactement. Je ne suis pas en train de, je suis pas en train de dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas les Maintenant, compétences. juste Monsieur Diallo, Zawi, hein, oui. justement, pour terminer, Oui, non, en 30 secondes. juste rebondir sur ce que disait Mme Diallo. C'est vrai qu'il y a des crimes rituels qui ne sont pas forcément faits par la même personne. Voilà, Il y a plusieurs le même personnes, commanditaire, mais il peut envoyer voilà, plusieurs exactement. personnes. Et dès l'instant Voilà. où la personne Mais est... ce gars qui les pratique là, il prend plaisir à le faire. On va peut-être Non, avoir non, une autre non, question. mais On va avoir une autre... je suis certainement. envoyé pour faire ça parce que derrière, Voilà. je prends de l'argent, comme dirait ma petite fille. Il y a des gens qui le font aussi pour de l'argent. Très bien. Monsieur Zawi, merci d'avoir Oui, été monsieur avec nous. Hanno. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Toujours un pour aborder plaisir, cette monsieur. question de société-là. Merci Rabia, merci Serge, merci Edith et à Sophie Aïda et toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée. On vous retrouve demain, Inch'Allah, sur ce plateau-là. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Amen. Amin.